Bonjour les parents, verts et prudents. Aujourd'hui j'échange avec Hervé Laborde-Castero. Hervé est médecin spécialiste des pathologies professionnelles et environnementales à l'hôpital Fernand Vidal. On discute notamment des enjeux liés aux substances chimiques en milieu professionnel, de l'approche à avoir dans le cas d'un projet de grossesse ou lorsqu'on allaite, de l'appui qu'on peut trouver auprès du médecin du travail et d'autres sujets. Voilà, j'espère que vous y trouverez des choses utiles et je vous amène Hervé Laborde-Castero. Aujourd'hui, je suis avec Hervé Laborde-Castero. Hervé, merci de te joindre à moi. Salut Guillaume. J'ai souhaité échanger avec toi à propos de l'un de tes domaines d'expertise, à savoir les expositions à risque pour les parents en lien avec leur environnement professionnel, un thème qui présente de forts enjeux pour les enfants. Alors avant qu'on débute, est-ce que tu souhaiterais indiquer des liens d'intérêt au regard de la thématique santé environnementale, des liens que tu penses importants que les personnes qui nous regardent aient en tête en nous écoutant échanger? Non, je ne crois pas avoir de lien d'intérêt dans le sens auquel tu l'entends. Mon seul lien, c'est d'être médecin du travail et c'est ça qui justifie que je prêche un peu pour ma paroisse. Et je te remercie de mettre en avant la prévention des risques professionnels aujourd'hui parce que je pense que dans cette thématique des risques environnementaux, on en parle sans doute pas assez souvent. Ok, écoute, parfait. Si tu veux bien, on commence. Pour commencer, je te propose de présenter tes activités et puis les enjeux associés en santé environnementale. Oui, alors, donc comme je te dis, je suis médecin du travail. Alors j'ai travaillé un petit peu sur le terrain, un petit peu avant dans ma carrière, dans les entreprises, donc à faire de la surveillance de salariés, à participer à la prévention des entreprises comme, tout le monde comprend ce que c'est un médecin du travail. Mais, la plupart du temps, j'ai travaillé à l'hôpital, heu, donc dans des activités un petit peu différentes, puisque là, moi, je suis pas en charge de suivi, de l'état de santé de travailleurs. Mais actuellement, je suis médecin au centre antipoison à Paris. Donc, j'ai une activité de toxicologie, avec, une réponse téléphonique que les gens connaissent souvent. On appelle pour avoir un conseil après une exposition. Donc dans ce cadre-là, on a des appels pour des expositions professionnelles et on a des appels pour des, femmes enceintes ou, des femmes qui veulent avoir un enfant. Et puis, j'ai également une activité de consultation parce que je suis responsable d'un centre de consultation de maladies professionnelles et de l'environnement, où là, on reçoit des patients comme un service de cardiologie ou pneumologie recevrait des patients en consultation. Et donc on reçoit des patients pour, des problématiques de santé en lien avec des expositions professionnelles ou des expositions environnementales de façon générale. Alors à la fois pour des aides au diagnostic, pour des aides à la prise en charge, pour des conseils médico-sociaux, pour des conseils de prévention. Donc, c'est une activité qui est une sorte de médecine générale appliquée à la santé au travail et à la santé environnementale. On voit des patients pour des problématiques d'allergies respiratoires, des asthmes en lien avec le travail, des allergies cutanées, des intoxications, des problèmes ostéo-articulaires, les burn-out. Voilà, toutes ces maladies qu'on connaît tous, eh ben, c'est notre spécialité ici à la consultation. Donc, parmi ces activités-là, on a une activité dédiée à la prévention des risques pour la reproduction. Et c'est donc particulier dans ce cadre-là qu'on discute aujourd'hui. Je me demandais, j'ai autour de moi des personnes qui sont venues me poser des questions sur le réseau Prévenir et je voulais savoir comment s'articulaient les types de consultations que tu as décrits avec ce réseau et de quelle manière ils pouvaient être utiles aux parents qui Ouais. nous écoutent. Alors, effectivement, parmi les activités de la consultation de maladies professionnelles et de l'environnement, ici en Île-de-France, on a une activité qui s'appelle Reprotoxif. Et donc, c'est une activité qui s'intègre dans ce réseau Prévenir dont tu parles. Donc, il y a d'autres centres en France qui sont nés à peu près au même moment, avec des organisations assez similaires, dont l'objectif est de proposer quelque chose qui est assez nouveau, c'est d'intégrer des consultations de prévention en santé environnementale dans un parcours de soins d'un patient. Au lieu de rencontrer des gens parce que ça ne va pas, eh ben, on peut aussi rencontrer des professionnels de santé pour discuter des expositions. Donc l'idée, c'est de repérer des expositions, alors soit avec des questionnaires de repérage, soit au cours de vraies consultations avec une sage-femme ou une infirmière. Donc ces expositions-là, c'est des expositions environnementales dans la vie de tous les jours, hein, dans ce qu'on peut mettre chez soi, la qualité de l'air, dans son domicile, l'utilisation des pesticides pour le jardinage, enfin ce genre de choses et ça intègre également les expositions professionnelles.
Donc, on passe en revue ces expositions-là et puis on délivre des conseils personnalisés pour que les patients ils puissent avoir en tête le lien entre l'environnement et la santé et qu'ils puissent changer les choses dans la mesure de ce qu'ils sont en capacité de faire pour améliorer par petites touches leur environnement de tous les jours. Donc ces plateformes Pévenir, elles ont des organisations, comme je te dis, assez similaires, parce que l'objectif est le même, c'est de faire de la prévention donc, autour de la question des problèmes de fertilité, de reproduction. Donc ça peut être l'infertilité, des pathologies de la grossesse, des grossesses qui ne se passent pas bien, des malformations. Donc, c'est le trouble de la reproduction, ça intègre ça. Euh, donc, les organisations peuvent être soit en lien avec des centres d'aide médicale à la procréation, soit avec des centres de maternité, soit avec des professionnels de santé libéraux pour prendre en charge leurs patients et intégrer un repérage des expositions et des conseils de prévention dans leur parcours de soins. Ok, c'est exactement sur ça que je souhaitais échanger avec toi, donc sur la base donc, de tes activités, de ton expérience au regard de ces consultations. Est-ce que tu aurais des bonnes pratiques? Il y en a beaucoup. Est-ce que tu aurais quelques bonnes pratiques clés que tu voudrais souligner auprès des parents qui nous écoutent, et en particulier celles au regard de ta spécialité, un de tes domaines d'expertise, les expositions en lien avec l'environnement professionnel? Ouais, alors c'est un peu une question qu'on a souvent. Quelles sont les bonnes pratiques? Donc on rencontre beaucoup de professionnels de santé et en gros, ce qu'ils nous demandent à chaque fois, c'est s'il y avait deux, trois choses à dire aux patients, qu'est-ce qu'il faudrait dire? Malheureusement, moi je leur réponds à chaque fois, je n'ai pas de réponse applicable à tous vos patients. Euh, En fait, par exemple, dans notre exercice de médecin du travail, lorsqu'on est en entreprise, qu'on surveille des salariés, on a un temps très, très contraint au cours des visites. Et au cours de ces visites, on ne peut pas aborder toutes les thématiques de prévention, tous les risques professionnels. Donc, on va en sélectionner certains en fonction du poste de travail et en fonction du patient qu'on a devant nous, de ses problématiques personnelles, de ses interrogations, de ses vulnérabilités, s'il a des maladies, etc. Donc c'est la même chose pour le risque environnemental. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait copier-coller et qui sera applicable à chaque patient. Euh, donc je n'ai pas les trois bonnes pratiques à donner. En tout cas, je ne réponds jamais à ces questions-là. Alors, je t'ai dit, tu n'as peut-être pas des règles qui s'appliquent à tous, mais tu as peut-être des principes généraux un peu Bah, transversaux qui sont en fait, déclinables après dans des ouais, situations. mais en fait, moi je vois les choses un peu différemment. Alors Ok. euh, déjà, moi ma culture, c'est la santé-travail. Euh, Aujourd'hui, honnêtement, je m'arrache un peu les cheveux lorsque je suis intégré à des groupes de travail ou des initiatives en santé environnementale, parce que j'ai un peu le sentiment que parfois on essaie de réinventer des choses qui existent déjà dans la santé-travail en les faisant à un mode parfois dégradé et en prenant pas les choses dans le bon sens. Euh, à mon sens, la santé environnementale, en tant que question médicale, ça devrait être un prolongement de la santé au travail parce que c'est une perspective très particulière de réflexion d'un individu au sein d'un environnement. Et cette façon d'aborder les choses, de réfléchir, elle est vraiment propre aujourd'hui à notre spécialité qui est la santé au travail. Et finalement, la santé environnementale, c'est juste un élargissement de ça. On va changer un petit peu le contexte, on va l'élargir, on va modifier les parties prenantes, les responsabilités. Mais finalement, la façon de réfléchir au niveau individuel sur le risque et les conseils de prévention, eh ben, on y réfléchit de la même manière. Euh, donc, il y a quelque chose d'essentiel en santé au travail dans les entreprises, c'est pas de faire à la place des entreprises, des employeurs, c'est de apprendre à ce qu'ils puissent faire tout seuls. Et moi, c'est mon objectif avec un patient. Mon objectif, c'est pas de lui dire il faut faire ça, 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 parce que c'est comme ça. Moi, mon objectif, c'est de l'éduquer à la santé environnementale, de lui faire comprendre les liens entre l'environnement et la santé, lui faire comprendre qu'il y a des expositions par voie respiratoire, qu'il y a des choses qui passent par la peau, qu'il y a des choses qui passent par l'alimentation, qu'il arrive à appréhender ça, parce que c'est des choses que la plupart des gens n'ont jamais pensé, n'ont pas réfléchi, et qu'en ayant cette éducation-là, il puisse lui-même devenir acteur de sa santé, comprendre tout ça, et voir dans quelle direction il veut aller lui-même. Et
comme je te disais avant, c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution type de trucs qu'il faudrait absolument dire à tout le monde. Euh, D'autant que l'aversion au risque, mais en tout cas la façon dont chacun appréhende le risque et les effets sur la santé est très singulière. On a des personnes qui vont avoir tendance à avoir peur, d'autres au contraire qui vont, parfois il y a un peu de déni dans le milieu de travail, de nier le risque, les expositions, parce qu'on est exposé toujours, tous les jours à ces produits-là depuis longtemps et qu'on a toujours fait comme ça et que c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc on n'arrive pas à remettre en question tout ça. Et donc évidemment, on ne va pas s'adresser de la même manière à ces populations-là qui appréhendent les choses de manière extrêmement différente. La tonalité du discours va pas être la même, les objectifs vont pas être les mêmes. Et donc pour moi, enfin, je cherche toujours à accompagner le patient dans la direction dans laquelle il veut aller. Euh, pour donner des exemples, comme je te disais, on a une consultation de maladie professionnelle où on voit des patients pour des problématiques santé-travail, santé-environnement qui peuvent être assez différentes. Mais dans ce cadre-là, par rapport à la grossesse, on peut recevoir des femmes qui sont des travailleurs indépendants, en particulier dans les activités artistiques, qui peuvent manipuler des produits chimiques, et qui viennent nous voir parce que, comme elles sont indépendantes, elles n'ont pas de service de santé au travail, elles n'ont pas de médecin du travail pour discuter de ça. Donc, nous, on peut tout à fait les recevoir pour faire le point. Donc, C'est vraiment évidemment, intéressant ça. évidemment, on ne va pas se rendre dans les entreprises, on ne va pas faire de mesures, etc. Mais voilà, notre métier, nous, c'est d'interroger les gens sur leur travail. Donc, après avoir discuté avec les patients, on a une idée quand même suffisamment précise sur leur environnement de travail pour leur donner des conseils pour diminuer leurs expositions. Donc, parfois, il y a des situations où on peut faire des dosages chez le patient pour aller doser un polluant, par exemple, qui permet de préciser davantage les expositions. Mais donc, avec ces patients-là, on va avoir des façons d'aborder le risque et la prévention qui va être adaptée adaptée au patient et à sa situation. Euh, on peut avoir des patients, comme je te disais, le cas de gens un peu qui dénient. Pour eux, il n'y a pas de souci. Bon, ces gens-là, le plus souvent, on les voit pas, ils ne viennent pas chez nous. Mais bon, quand on en voit, là, on va chercher à leur faire comprendre que probablement, ils devraient davantage considérer les expositions et les risques éventuels pour les amener à aller vers davantage de prévention. À l'opposé, on peut avoir des patientes qui sont complètement affolées, ont peur de tout, ont peur de faire mal à leur futur enfant. Et donc, le discours dans ce cas-là, il va être plutôt d'essayer d'être un peu raisonnable, pas de nier le risque. C'est jamais ça notre objectif, évidemment, mais d'aider à relativiser et euh, à ce que la patiente, elle vive mieux les choses et éventuellement qu'elle arrive à continuer de travailler si ça nous semble possible d'un point de vue toxicologique notamment. On peut avoir des patients qui, sans être avec ce profil un peu qui relèverait de l'hypocondrie ou de l'obsession par rapport au risque, mais on en voit, qui, de façon raisonnée, après, on leur a expliqué les certitudes et les incertitudes, parce qu'il y a souvent beaucoup plus d'incertitudes que de certitudes scientifiques dans ces situations-là. Eh ben, ces personnes-là nous disent ce risque-là n'est pas tolérable, j'ai bien compris les limites de ce que vous m'avez expliqué, je sais très bien que c'est pas certain, mais moi je prends pas de risque, j'arrête de travailler. Eh ben, dans ce cas-là, on dit super, très bonne décision, comme ça il n'y aura pas de problème, il n'y aura plus d'exposition. Après, on peut avoir un autre profil de quelqu'un qui voudrait arrêter, mais qui ne peut pas, notamment pour des questions financières, parce que lorsqu'on s'arrête de travailler, on gagne plus d'argent, ou parce qu'il y a un gros projet super important, et donc s'il s'arrête en cours de route, la personne, elle peut après perdre en crédibilité dans son environnement économique. Et dans ces cas-là, eh ben, on ne va pas leur dire, oh là là, madame, c'est pas bien du tout ce que vous faites, vous allez faire du mal à votre enfant. On leur dit, bon, ok, on va réfléchir ensemble, on va voir ce que vous pouvez faire pour optimiser la prévention, améliorer vos conditions de travail et faire que la poursuite du travail est possible. Vous voyez, sur une même situation, on peut avoir un accompagnement qui va être complètement différent en fonction des souhaits et des capacités, des possibilités de nos patients. On peut peut-être faire une petite parenthèse pour ceux qui ont aucune connaissance sur le sujet. Donc, la réglementation, je parle sous ton contrôle.
la réglementation française permet pour les femmes enceintes et peut-être même les allaitantes d'avoir soit un arrêt du travail, soit des aménagements de poste de travail lorsqu'il y a certaines situations jugées à risque. Je suis preneur plutôt d'un brief sur le sujet pour les gens qui connaissent pas du tout et qui disent mais comment on peut s'arrêter Ouais, ouais. Alors, au-delà de façon générale, comme je disais tout à l'heure, le risque professionnel est quand même très particulier. Et la première particularité, c'est la responsabilité, qui est toujours celle de l'employeur. Donc là, lorsqu'on est à son compte, bah, c'est soi-même, et on est soi-même responsable de sa santé. Il y a des prescriptions réglementaires obligatoires qui sont assez fermes. Donc, toute la question, c'est celle de leur application. Et donc, les approches de prévention, là aussi, les outils techniques à disposition, ils existent. Donc, par rapport à la protection de la femme enceinte, la réglementation française, elle n'est pas parfaite parce que bon, c'est souvent de bon ton de, de critiquer les choses, de dire que ça ne va pas, etc. Ok, elle n'est pas parfaite, mais elle dit quand même des choses qui sont assez claires et qui s'imposent à l'employeur. Euh, la difficulté dans les aménagements de poste, donc il y a des expositions qui sont interdites aux femmes enceintes de façon indiscutable, parce que les expositions en question, elles sont listées dans le Code du travail. Et puis, il y a des situations qui sont un petit peu grises. En particulier, on parle ensemble là beaucoup de risques chimiques, donc d'exposition à des produits chimiques, mais il n'y a pas que ça, hein. Les risques pour la femme enceinte, c'est aussi la pénibilité physique, c'est le risque psychosocial, le stress, le bruit, etc. Mais bon, si on se focalise sur le risque chimique, la zone grise, ça va être à partir de quand on va considérer que la patiente enceinte, elle est exposée significativement à une substance chimique qui peut être dangereuse pour la grossesse. Souvent, le débat, il va se jouer à ce niveau-là. Si on considère que l'exposition est significative et qu'elle peut avoir des effets, là, il est interdit d'exposer la femme enceinte. Une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On aménage le poste, si c'est possible. Donc, ça va être en particulier dans les structures qui ont une certaine taille, où là, on a la possibilité de changer l'affectation temporairement, soit de supprimer juste une petite partie de l'activité qui serait faite par d'autres personnes, soit lorsque c'est pas possible, bah, ça veut dire un arrêt de travail. Et dans ce cadre-là, la difficulté, elle est financière parce qu'il n'y a pas de dispositif réel et effectif, parce qu'il y a quelques prescriptions dans le Code du travail qui disent que normalement, la femme enceinte qui serait en arrêt parce que elle ne peut pas continuer à travailler du fait d'une exposition dangereuse, on devrait lui donner une indemnité. Mais ce dispositif-là, il n'est pas ficelé clairement dans la législation, si bien que la femme qui s'arrêterait, eh ben, elle toucherait pas son salaire d'avant, ce qui pose évidemment souci. Donc les grandes lignes, c'est ça. De toute façon, c'est interdit d'exposer une femme enceinte à des agents reprotoxiques. Mais après, une fois qu'on a dit ça, en pratique, quelle solution apporter? Ça, c'est pas évident. D'où l'importance de. Je suppose que tu orientes notamment dans ce pas évident et dans la meilleure gestion possible. Le médecin du travail devient un interlocuteur et un Exactement. sachant important dans Pour- le processus, quoi. Exactement, pour les patientes qui sont salariées ou assimilées salariées, donc qui ont là, un médecin du travail, un service de santé au travail. Évidemment, l'interlocuteur, c'est le médecin du travail pour discuter de tout ça. Le plus possible en amont des choses, c'est-à-dire dès qu'on a un projet de grossesse. Ouais, c'est exactement ça où ça m'intéressait d'avoir ton avis parce qu'on sait que, il y a des fenêtres de vulnérabilité importantes à différents moments de la vie. On sait que le moment de la grossesse, en particulier le début de la grossesse, c'est une période très importante. Et généralement, enfin, je sais pas, moi, les femmes enceintes que j'ai autour de moi, bah, elles n'ont pas envie d'en parler, et encore moins à leur employeur avant une confirmation Exactement. type Ouais. 3 mois, etc. Comment tu gères cette difficulté au mieux en pratique auprès des Bah, personnes? c'est exactement ça. Donc, l'idée, c'est en fait, dès qu'il y a un projet de grossesse, c'est, je pense, aller en discuter avec le médecin du travail. Pour déjà anticiper les choses, pour affiner l'étude de poste, affiner l'évaluation des risques, et savoir alors, ce qu'il faudra faire au moment de la grossesse. À la condition que l'exposition dont on parle, elle serait dangereuse pendant la grossesse. Mais en termes de toxicité pour la reproduction, eh ben, vous avez des dangers avant la grossesse. Donc, s'en préoccuper au moment où la grossesse a démarré, c'est déjà un peu tard. Mais bon, effectivement, comme tu le dis, les femmes, elles n'ont pas envie d'en parler tout de suite, c'est compliqué, ça peut les discriminer d'annoncer ça
euh, par rapport à la carrière. Elles veulent pas l'annoncer trop tôt parce que bon, les fausses couches spontanées du premier trimestre, c'est quand même pas rare. Donc, elles n'ont pas forcément envie de faire la publicité d'une grossesse qui se passerait mal. Euh, donc, en pratique, dans ces cas-là, le fait d'avoir déjà discuté avant, ça permet à la femme enceinte d'être très vigilante, même si elle ne veut pas l'officialiser et en parler, d'être très vigilante par rapport aux expositions qui seraient problématiques et de maximiser la prévention par rapport à ces expositions-là. Euh, de façon générale, on parle encore une fois beaucoup du risque chimique là maintenant, mais il n'y a pas que ça. Les expositions qui sont dangereuses pour la grossesse, elles nécessitent quand même la plupart du temps un niveau d'exposition suffisant pour que ça pose problème. C'est une histoire de seuil d'exposition. En dessous de ce seuil-là, bon, on a quand même des capacités de réparation. L'être humain est quand même bien fichu et en capacité de se défendre lorsque les agressions chimiques sont à faible bruit. Donc en reprotoxicité, c'est particulièrement vrai. Et donc, lorsqu'on applique les principes généraux de prévention du risque chimique, qui s'appliquent à tout travailleur, si on les met en œuvre de façon un peu le plus près possible de la théorique, donc de façon le plus efficace possible, et bien finalement on se protège d'un peu de tout, et du risque reprotoxique aussi. Donc la femme enceinte qui voudrait pas officialiser une grossesse, si elle est déjà sensibilisée et qu'elle sait déjà ce qu'il faut faire, elle peut mettre en œuvre des choses de son côté, maximiser, mettre ceinture bretelle lors de l'utilisation d'un produit. Par exemple, en milieu de travail, il y a toujours ce décalage entre le travail prescrit tel qu'il devrait être fait et le travail réel tel qu'il est fait. Un cas classique, c'est lorsqu'il y a des expositions à des produits chimiques qui sont ponctuels dans la journée de travail, et ben, les travailleurs n'ont pas forcément, pour X raisons, c'est pas, je leur jette pas la pierre, il y a plein de raisons qui expliquent qu'ils ne vont pas forcément mettre en œuvre toutes les mesures de prévention, notamment parce qu'elles sont chronophages. Et donc, ils vont peut-être faire ces petites tâches-là sans se protéger de façon appropriée. Et ben, une femme qui serait enceinte et qui ne le dirait pas, qui serait informée, sensibilisée à ça, bah, elle ne ferait pas cette erreur-là. Et donc, il y a quand même des choses à faire, même si on ne le dit pas, toujours évidemment en fonction de chaque poste, en fonction des expositions précises de la patiente, hein. Mais dans bien des cas, on peut quand même s'en sortir un peu bricolé si la patiente elle veut pas l'officialiser. Donc le médecin du travail, c'est le bon interlocuteur et nous, dans le centre de consultation de pathologie professionnelle, on peut aussi être sollicité par ces patients-là, il n'y a pas de problème. Je me demandais aussi pour élargir, j'étais content de t'entendre dire spontanément que effectivement là on parle assez naturellement de risques chimiques, mais en fait il y a différents types de risques de différentes natures. Ça m'intéresserait d'en reparler avec toi après. Juste pour terminer sur ce sujet, là, on parle beaucoup des 1000 premiers jours, on parle de plus en plus des 1400 premiers jours pour prendre en compte la période préconceptionnelle, et puis ça ouvre aussi beaucoup sur le rôle du père. Et je voulais savoir, tu vois, je discutais par exemple avec Jocelyn Piboulot, de la CPAM de l'Indre. Donc, lui, il avait des projets sur des rendez-vous préconceptionnels avec le père. Et je me demandais, bon, à la fois au regard de ce que tu observes, est-ce qu'on commence à aller dans ce sens aussi dans le cadre professionnel? Typiquement, les types de démarches que tu viens d'exposer, est-ce que ça arrive que des pères qui sont dans un projet de naissance viennent, ou est-ce que pas du tout à ce stade, et si oui, enfin, comment tu passes ces messages? Est-ce que tu invites à ça? Ouais, ça c'est un grand message. Il fallait absolument qu'on en parle ensemble pendant cette discussion. On parle souvent d'inégalité de genre, de sexe, vous mettez le mot que vous voulez. Mais là, sur cette question-là, le père est le grand oublié. On n'en parle jamais du risque reprotoxique pour les hommes. Or, il faut en parler, évidemment. Euh, donc, alors, par rapport aux initiatives reprotoxifs, les plateformes Prévenir dont on parlait initialement, hein, qui sont ces consultations de repérage des expositions, lorsque vous avez des couples qui sont dans un parcours d'infertilité, bon, généralement, on a l'homme et la femme. Après, en projet de grossesse, nous, on invite à avoir le couple
dans le sens l'homme et la femme, parce qu'évidemment, il y a le même repérage à faire et il y a des conseils de prévention à donner aux pères également. Donc ça, c'est super important, c'est un message clé. Ne pas oublier papa dans la question de la prévention des risques pour la reproduction. Je voulais t'interroger sur un sujet. Donc moi, dans une autre vie, j'étais animateur prévention sécurité dans une entreprise. Donc j'étais en interaction avec le médecin du travail. Donc c'était une entreprise où on manipulait du plomb et il y avait tout un sujet sur les bonnes pratiques associées. Et notamment, il y avait le ne pas rapporter des vêtements à la maison, ne pas le mettre dans la machine à laver. J'ai souvenir que Ouais. quand on préparait cet échange, tu me disais, on pense souvent à ça, mais que globalement, ça reste plutôt assez peu fréquent au regard Ouais, de ta pratique. ouais, si on veut parler de, voilà, de choses comme ça, de risques professionnels qu'on amènerait à la maison, donc de Ouais. polluants qu'on amènerait à la maison, euh, effectivement, il y a quelques cas comme ça qui sont décrits de saturnisme infantile, donc l'exposition de l'enfant à la maison parce que le père en particulier aurait ramené des vêtements souillés à domicile. Bon, Alors, euh, j'imaginais même pas jusqu'à du saturnisme. Je vois que les valeurs du Haut Conseil diminuent d'année en ouais, année si tu bah prends sur oui. 50 ans et qu'à la fin, on a du mal à trouver un seuil. Et En fait, bon, il faudrait quand même des conditions extrêmement défavorables, extrêmement particulières pour qu'on ok. arrive à polluer le domicile au point d'avoir un saturnisme. Mais peu importe, c'est pas intéressant de se poser la question parce que les principes d'hygiène industrielle, ils sont très clairs et ils n'ont pas à être discutés. On ramène pas des vêtements sales du boulot à la maison. Et une fois qu'on fait ça, ben, on a réglé la question. Sinon, historiquement, il y avait des cas d'amiante, gens, en particulier des pères, encore une fois, qui travaillaient dans les usines et qui ramenait des vêtements avec des fibres d'amiante à la maison. Et là, il y a des expositions qu'on appelle paraprofessionnelles de la famille avec des maladies liées à l'amiante dans l'entourage. Ça a été démontré. Ça, c'est un peu plus certain que les histoires de plomb, là. Mais bon, encore une fois, faut être assez clair. Lorsqu'on travaille dans des environnements industriels pollués, il faut avoir les installations sanitaires au travail, il faut se doucher, se changer au travail, et c'est l'employeur qui est en charge de l'entretien des tenues de travail. Tout ça, encore une fois, est très clair dans le code du travail. Ok. Ça, tu parlais de seuil tout à l'heure, là, on le réévoquait. Ça m'intéressait d'avoir ton éclairage sur un sujet. Donc moi, je participe à des comités d'experts au Conseil de la santé publique et tu vois, je lisais des rapports qui parlaient de valeurs repères, donc qui sont définis à partir de valeurs purement sanitaires de l'Agence de sécurité sanitaire. Et en fait, c'est très souvent rappelé, c'est une espèce de leitmotiv du Haut Conseil, c'était nous vous rappelons que ces valeurs sanitaires, enfin, que les valeurs seuil type VLEP, les valeurs pour le milieu professionnel, elles sont définies par un processus différent, qu'il y a un écart qui peut être important, et donc que ça invite à il me semblait que ça invitait cet écart entre valeurs retenues pour le milieu professionnel et valeurs retenues pour la population générale, invité à une règle générale de prudence sur les expositions qu'on peut avoir, un peu dans le positionnement que tu disais tout à l'heure d'une femme enceinte informée. Et ça m'intéressait d'avoir ton éclairage sur le sujet. Oui, alors effectivement, alors moi, dans le cadre de mes travaux d'expertise, je participe à ce genre de réunions, de groupes de travail aussi, et je suis, moi, plutôt et de plus en plus critique vis-à-vis de toutes ces valeurs-là. Euh, donc juste pour détailler un petit peu plus ce que tu disais, hein, pour établir, pour construire les valeurs de référence, par exemple des concentrations d'un polluant dans l'air, on va utiliser des hypothèses de construction et ces hypothèses sont pas les mêmes lorsqu'on veut protéger un travailleur que lorsqu'on veut protéger un enfant d'1 an. Si bien qu'on se retrouve, comme tu dis, avec des valeurs d'exposition professionnelle considérées comme acceptables, beaucoup plus élevées, parfois par des facteurs 100, 1000, que ce qu'on tolère dans l'environnement général non professionnel. Il y avait non seulement le scénario d'exposition, mais de mémoire, il y avait aussi un processus à un moment d'accord entre parties prenantes, donc avec des critères qui sont... Non, pas plus que ça en fait. Alors, enfin non, parce que par exemple, la construction des VLEP, c'est des constructions qui sont faites par des groupes de travail à l'ANSES,
enfin, qui sont proposées, après qu'ils doivent être reprises par la réglementation. Mais là, il n'y a pas de partie prenante, il n'y a pas d'employeur dans ces groupes de travail. C'est juste que enfin, les hypothèses ne sont pas les mêmes. On ne va pas protéger les mêmes D'accord. populations. On considère que les populations de travailleurs sont pas des populations vulnérables. Elles ont des problématiques de santé qui sont pas celles d'un enfant en développement. Les temps d'exposition dans la vie sont considérés comme plus courts. Et tout ça, au final, fait qu'on se retrouve avec des niveaux beaucoup plus élevés. Alors, moi, mon point de vue, c'est un point de vue de médecin. Moi, je suis médecin clinicien, je ne suis pas employeur. Donc, ces valeurs-là, c'est des valeurs de gestion. Elles servent à l'employeur pour gérer le risque chimique dans son entreprise. Moi, je suis médecin. Alors, ici, encore une fois, je ne suis pas médecin du travail dans une entreprise, mais le point de vue d'un médecin du travail, ce n'est pas un point de vue d'un employeur qui gère les risques. Nous, nos conseils de prévention, nos objectifs de prévention médicale, c'est toujours d'avoir des expositions les plus faibles possibles. Un objectif de respect de VLEP, ce n'est pas un objectif médical, c'est un objectif de gestionnaire du risque. Surtout que, comme on me disait depuis toujours au début de mes études, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. C'est pas parce que un effet d'un produit n'est pas connu aujourd'hui qu'il ne le sera pas dans 10 ans. Donc, en ayant toujours cet objectif d'avoir des expositions les plus basses possibles, on se protège évidemment de ce qu'on sait aujourd'hui et on se protège de tout ce qu'on ne sait pas encore. Surtout qu'on peut être un peu perplexe sur la construction de toutes ces valeurs qui reposent sur un certain nombre d'hypothèses. La littérature scientifique de base, aujourd'hui, elle est quand même de qualité assez aléatoire, hein. Tout ce qui sort en publication scientifique aujourd'hui, il y a beaucoup de quantité, mais il y a très peu de qualité. Donc il y a beaucoup d'incertitudes dans tout ça, si bien qu'encore une fois, que lorsqu'on est un médecin clinicien, on s'en détache beaucoup et on raisonne avec le bon sens. Une exposition à un produit chimique, elle doit être la plus basse possible et on repose toujours nos réflexions sur les principes généraux de prévention. Et le premier de ces principes, c'est lequel? C'est de supprimer le risque. Voilà. Et je te disais tout à l'heure que je trouvais qu'en santé environnementale, on avait l'impression de refaire des choses qui avaient déjà été bien faites et éprouvées en milieu de travail. En fait, ce principe général de prévention, on peut l'appliquer à soi-même en santé environnementale. La meilleure exposition, c'est celle qu'on n'a pas. Et ça, chacun de nous en tant que citoyen et en tant que consommateur, il nous appartient de l'appliquer plutôt que se demander si tel produit cosmétique ou tel machin produit détergent pour la maison est plus ou moins dangereux. La première question, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça sert à quelque chose? Sinon, mon premier conseil, c'est de supprimer le risque et de supprimer le truc qui n'a pas lieu d'être en fait. Donc, voilà, par rapport aux valeurs limites, c'est des valeurs de gestion de risque, c'est pas des valeurs d'objectif médical. Et je suis hyper content de t'entendre, parce qu'en fait, ça m'est arrivé dans des interventions effectivement, de parler de principes généraux. Et c'est vrai, je faisais écho avec ces principes généraux Mais c'est ça, parce que de gestion des risques on voit professionnels. Ouais. des projets d'amélioration des environnements hospitaliers ou des choses comme ça, et la façon d'aborder les choses, moi, c'est un peu effrayant, quoi. C'est-à-dire, on va recommander une mesure de prévention anecdotique, d'aller repérer une substance chimique dans les produits. Donc là, on va vraiment sur l'identification des dangers, on va proposer un truc à un autre. Ça part dans tous les sens, alors que, encore une fois, tous les outils de démarche de prévention des risques professionnels, ils sont à disposition et ils sont faciles à mettre en œuvre et ils permettent d'avancer de façon structurée dans la prévention et notamment de hiérarchiser les choses. Parce que souvent, ce qui manque dans les abords santé environnementale, c'est une hiérarchisation. On va conseiller des gens d'aller repérer dans leurs produits cosmétiques s'il n'y a pas la molécule machin bidule. Alors, moi, c'est le genre d'approche que j'aime pas trop. Transformer les gens en petits chimistes et tout, je trouve pas ça très intéressant. Je préfère toujours remonter, encore une fois, au macro. Est-ce qu'on peut supprimer le risque? Et sinon, on s'en protège. Euh, donc, je milite de nouveau pour une meilleure prise en compte de la santé au travail dans la santé environnementale. Ok, c'est cette notion de hiérarchisation, enfin, ça fait écho avec la limite dans les données disponibles dont tu parlais, les incertitudes, et puis ça faisait écho aussi avec ce que tu as spontanément évoqué tout à l'heure, que
beaucoup de gens autour de moi, je vois peut-être aussi, nous, dans notre échange, en tout cas à mon invitation, on se focalise ou on a une attention spontanée vers les produits chimiques. Et tu expliquais bien que il y avait tout à l'heure qu'il y avait différents types de risques. J'ai souvenir d'une intervention où l'exemple avait été pris du métier de coiffeur, où on pense à la manipulation de produits, Ouais, et en fait, tu avais eu un éclairage très intéressant sur l'ensemble des petits risques qu'on peut avoir. Ouais, si tu avais des points de vigilance, ouais, j'étais bah, intéressant pour les métier parents. de coiffeur, ouais, c'est le métier un peu de la loose, hein, pour la femme enceinte, parce que elle cumule clairement, c'est un bon exemple du cocktail d'exposition. Les risques environnementaux, ils sont bah, de différentes natures et ils peuvent parfois cibler bah, un même effet, un même organe, et donc il va y avoir un cumul des effets de tous ces risques. Donc là encore, en santé au travail, ça fait partie des modes de réflexion habituels, de repérer les risques et de repérer l'ensemble des risques. Donc les risques physiques, donc la pénibilité physique, on parle de la coiffeuse qui est debout toute la journée, qui travaille avec les bras en hauteur, donc tout ça c'est une astreinte cardiaque qui va s'additionner à l'astreinte cardiaque liée à la grossesse. On a bah, les produits chimiques, évidemment. On a tout le risque psychosocial, c'est-à-dire bah, en fonction des environnements de travail, des cadences, des rendez-vous des clients, etc. Ou des clients qui peuvent être pas contents parce qu'il y a du retard ou je sais pas quoi. Bah, tout ça, ça se cumule et bah, ça fait que c'est pénible. Dans l'exemple voilà, de la coiffeuse, la pénibilité physique, le risque psychosocial, éventuellement des produits chimiques surajoutés, ça va plutôt donner des perturbations du déroulement de la grossesse de type accouchement prématuré ou retard de croissance. Alors que des maladies qui peuvent être considérées comme plus graves, hein, c'est un jugement de valeur, c'est pas correct de le présenter comme ça, mais je veux dire par exemple les malformations, on va plutôt être plus souvent dans des expositions à des substances chimiques. Euh, mais il n'y a pas de. Voilà, c'est un mauvais exemple de parler comme ça parce qu'il n'y a pas de hiérarchisation. Une malformation, c'est pas plus grave qu'un accouchement prématuré. Enfin, l'idée, c'est toujours de faire de la prévention. Euh, et la logique en santé de travail, c'est toujours ça, c'est de prévenir tous les risques, de diminuer tous les risques. Et de cette manière-là, bah, on est certain de diminuer l'occurrence des différents effets, des effets pour la femme enceinte, des effets respiratoires, des effets de cancer, enfin voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations intéressantes, ces points de vigilance et principes généraux. Est-ce qu'il y aurait un point important pour toi et qu'on n'aurait pas abordé spontanément au cours des échanges? Euh, Juste une petite remarque générale sur l'aspect un peu scientifique qui est pas propre aux expositions professionnelles, mais je trouve qu'aujourd'hui, dans l'analyse de la littérature scientifique, dans la recherche de preuves de la causalité entre une exposition et des effets sur la santé, je trouve qu'on perd beaucoup de vue la notion de force de l'association. C'est-à-dire, est-ce que ce lien causal, il est faible ou plus important? Aujourd'hui, on fait maintenant des raccourcis oui, non, euh, c'est toxique, oui ou non. Moi, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur est-ce que cette probabilité d'effet toxique, elle est importante ou pas? Mhm. Pour des choses de façon peut-être plus claire pour ceux qui ne sont pas habitués à ces notions-là, c'est-à-dire si je suis exposé à telle dose du polluant, est-ce que le risque de faire une maladie, il augmentait de 10% ou est-ce qu'il augmentait de 100%? C'est pas la même chose. Mais aujourd'hui, clairement, je vois souvent maintenant, même dans les analyses des agences, etc., on s'arrête à la causalité. Le lien causal, oui, il est probable, il est possible, il est certain. Et je trouve qu'on oublie toujours l'étape d'après. OK, si ce risque causal existe, quelle est son importance? Derrière, il y a la question de la hiérarchisation et aussi je trouve, la sincérité du message qu'on peut donner aux gens. OK, il y a un risque, mais c'est quoi ce risque? Mhm. Euh, et toujours pour Tu l'as ces un peu dit histoires. tout à l'heure aussi en termes d'effets associés à la valeur. Si c'est une irritation oculaire, c'est pas exactement la même chose que une leucémie aiguë. Ouais, comme je te disais, voilà, nous, dans notre quotidien, c'est ça, c'est ma perspective, c'est celle d'un clinicien, on est avec des patients, on parle de risque, on parle de danger, on parle de surveillance. Mhm. Euh, Très souvent, les gens, voilà, ils ont peur chez eux parce que ils sont exposés à ça, ils ont peur pour la grossesse.
Souvent, moi, je leur dis, vous savez, le plus gros risque environnemental que vous avez aujourd'hui, c'est la pollution de l'air. Et ça, vous faites avec tous les jours sans le savoir. Alors, l'idée derrière, c'est pas d'avoir un discours qui fait peur, hein, parce que je C'est leur marrant dis parce que je pas. pensais que tu allais prendre la pollution de l'air comme un exemple inverse, quoi, où généralement on dit il y a des odds ratios, des excès de risque qui sont assez faibles, simplement on obtient 40 000 morts à l'échelle nationale parce que Bah, énormément ça- de gens sont c'est exposés, quoi. ça, exactement. Parce qu'on est exposé toute la vie, en permanence. Ok, Voilà. d'accord, c'est ça que tu veux dire. Ok. Euh, donc, voilà, l'idée, même sans faire le choix de c'est plus ou moins grave, c'est de sensibiliser les gens à ça. Hmm. Et voilà, encore, d'intégrer cette histoire, tu as dû en parler avec d'autres personnes avant, voilà, cette question de l'exposome, comme on dit aujourd'hui. Mais voilà, d'avoir conscience qu'il y a plein d'expositions et lorsque nous, on cherche à rassurer les gens, parce que très souvent, notre souhait, c'est de les rassurer, pas pour nier les risques, mais parce que les gens, ils sont exposés ou ils ont été exposés, donc ils doivent vivre avec ça. L'idée, c'est pas qu'ils culpabilisent par rapport à ce qui s'est passé ou par rapport à leur comportement. Donc, on leur dit toujours que, enfin, très souvent, c'est que cette exposition-là, voilà, c'est un petit truc dans l'ensemble de toutes leurs expositions. Ok, ça aurait été mieux que ce soit pas là. Mais il y a sans doute d'autres choses qu'ils n'ont pas comme exposition par rapport à d'autres personnes de la population. Oui, puis ils peuvent Euh, avoir aussi des facteurs protecteurs, quoi. Il y a un équilibre sur certaines ouais, pathologies ou certains effets où ça résulte exactement. d'un ensemble de facteurs protecteurs et de Essayer risques. d'avoir une vision comme ça et on fait le maximum, comme j'ai dit au départ, on fait le maximum pour enlever un petit truc là, dans la mesure de ce qu'on sait faire, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on peut faire. Ouais, ce qui permet aussi parfois de descendre en dessous du seuil. Tu parlais d'un seuil où on a des systèmes de protection ou de réparation et à force d'enlever des briques, on peut Et, revenir sous ce seuil, quoi. éventuellement, voilà. Mais cette perspective-là, c'est celle de la santé environnement. En santé au travail, la perspective, elle n'est pas celle-là. En santé au travail, on a la prescription réglementaire obligatoire, la responsabilité de l'employeur, et donc là, les expositions, c'est toutes les expositions qui doivent être réduites autant que possible. Ok, très bien, parfait. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur ton travail, sur les approches ou les conseils que tu peux donner, est-ce qu'on peut les orienter préférentiellement vers une source d'information? Tu as une présence en ligne? J'ai souvenir de t'avoir croisé dans un MOOC qui était très intéressant et que je vais mettre en référence. Est-ce qu'il y a d'autres sources Oui, d'infos que tu alors veux? on n'est pas très visible dans mon service avec mes collègues sur les réseaux sociaux, les médias. Donc pour la partie reprotoxif, donc les repérages autour des problématiques de reproduction, on a un site internet qui s'appelle reprotoxif.fr qui présente les choses et qui permet d'accéder au questionnaire de repérage. Et sinon, nous, on a un centre de consultation. Les patients peuvent venir nous consulter pour discuter des risques environnementaux, des effets sur la santé. Voilà, on est tout à fait à disposition des patients pour les accompagner sur ces volets-là. Très bien. À nouveau, un grand merci à toi. Je peux dire maintenant, puisque personne ne l'a vu, que tu sors du Nid Guard, et donc c'était juste fantastique de pouvoir échanger avec toi. Merci beaucoup. Au plaisir de te croiser à l'occasion dans la vraie vie. Ouais, plaisir partagé. À bientôt. Merci. Voilà pour cet entretien. S'il vous paraît utile, vous pouvez liker, vous abonner et clocher, si ce n'est pas encore fait, pour que YouTube favorise sa diffusion. À très bientôt.